Bonsoir, j'arrive un petit peu en retard, pardonnez-moi. Bonsoir, bonsoir. Bon alors on va aborder un sujet qui j'espère va vous intéresser. Je pense que normalement c'est assez passionnant. Hop, parce que j'ai cassé, mais j'ai cassé un truc. Bon, pas grave. Donc c'est à l'envers, c'est pas grave. Décanté, réfugié, traité. Voilà. Ce soir on va parler de la cave. Donc, bah forcément, ouais, forcément, c'est un sujet bah, normalement qui doit un peu tous nous passionner parce que, et là je suis loin d'avoir bien sûr la science infuse et prétendre tout connaître, hein. Il y a beaucoup de moyens de gérer la cave. Alors, bon déjà, je vous souhaite de mettre des bonnes levures dans votre aquarium, à la vôtre, à tous. Donc, pour la plupart d'entre nous, une chose est certaine, c'est que on va pas avoir la place forcément, ni les moyens, ni l'envie, ni maman qui est d'accord pour percer la dalle et puis pouvoir mettre un aquarium dans la cave. Alors ceux qui peuvent le faire, eh bien tant mieux. On pourra, pourquoi pas, un de ces quatre, faire un sujet là-dessus avec quelqu'un qui a ce système. Sachant quand même que c'est formidable puisqu'on n'a plus de limitation au niveau des espaces et qu'on peut mettre trois aquariums dans la cave pour dissocier, décantation, réfugium, traitement. Alors, la plupart d'entre nous, eh bien, on a un aquarium et on est limité au niveau spatial et au niveau de la surface par la taille de l'aquarium. Donc, évidemment, euh, quand on fait la somme du nombre de prises électriques, du nombre d'appareils électriques qui sont sous l'aquarium, quand on fait la somme du nombre d'appareils qui sont sous l'aquarium et des missions qui sont données à cet aquarium que je vais appeler décante, hein, on va parler en large, décante, même si vous aurez bien compris que c'est pas du tout le terme adéquat, puisqu'en réalité, aujourd'hui, dans la plupart des aquariums, la décantation n'est absolument pas proportionnée pour avoir un rendement optimum. Donc je vous ai mis une petite photo, par exemple, là tout à l'heure, bah, c'était pour vous montrer que sur un aquarium donc, que j'ai conçu, eh bien le système faisait que l'eau parcourait 1 mètre 80 dans la décantation et donc récupérait beaucoup de sédiments malgré son étroitesse. Euh, la quantité d'eau et le turnover, par rapport au turnover, d'accord, la quantité d'eau qui passait dans ce couloir, eh bien, c'est limité par la pente. Si vous le faites droit, ça ne marchera pas de la même manière. Donc voilà, ça c'est un exemple. C'est un truc donc bah, que j'ai expérimenté pendant un petit peu plus de 2 ans. Et c'est incroyable en fait, hein. Je ne l'ai jamais siphonné pour vérifier. Et en 2 ans, j'avais au-deçà de sédiments dans les deux dernières cases. Donc vraiment, on peut dire que c'est assez efficace. Quand j'ai démonté, j'avais à peu près 1 kilo de sédiments. Donc je me suis permis de le faire parce que derrière j'avais du matériel hein, pour éviter que ça fasse péter le bac, mais notamment des lits fluidisés. Alors, et les biopellettes. Alors, le principe de la décantation, si on se réfère à quelque chose qui tient un petit peu la route, hein, c'est une question de turbidité de l'eau, c'est-à-dire de la quantité de matière, de la masse de la matière
qui va entrecrocher être son poids dans l'eau, et ensuite du grain qu'elle a, parce que plus elle est fine, et plus elle flotte, et plus elle est transportée par le courant. Et c'est ce qui va nous poser problème dans la décantation, puisque pour décanter, il faut que l'eau parcourt une distance et que dans cette distance, la turbidité diminue. Et donc que la charge de poussière dans l'eau puisse tomber et être retenue par la cloison de la décantation. Alors, ça va poser une quantité de problèmes en réalité, de physique. Euh, vous trouverez sur Internet, vous allez trouver un tas de tableaux. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que tout ça, c'est un petit peu votre boulot finalement. Si vous êtes intéressé par ce que j'explique, vous allez aller chercher. Je peux vous reprendre des chiffres et vous refaire la même chose, ça sert à rien. Ce qui est important à comprendre, c'est le principe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une forte charge organique parce que vous avez beaucoup d'animaux, vous avez un gros turnover parce que vous écumez beaucoup, eh bien vous allez avoir une nécessité. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre d'aquariophiles qui font des SPS ont des micron-bagues et gèrent des micron-bagues. Par ce principe-là, ils enlèvent le principe de la décantation classique. Et évidemment que sous un aquarium qui fait 80 cm de long, ça va être très compliqué de faire décanter l'eau si on a un turnover, par exemple, basé sur une pompe de 2000 litres heure. Ça va merder, parce que l'eau va passer trop vite sur une trop courte distance pour que la matière en suspension puisse tomber. C'est ça le principe. Le principe, c'est que la matière puisse tomber en fonction du courant. Le courant porte la matière, et plus vous avez de courant, plus la matière lourde va franchir une distance importante. Donc, les données que vous allez pouvoir avoir avec un constructeur, mais en fonction de la pompe que vous allez mettre et en fait du turnover que vous allez choisir, eh bien ça va totalement changer le paramétrage, et votre décantation peut absolument ne rien décanter. Plus votre aquarium est petit, plus c'est compliqué. Voilà pourquoi je vous ai montré la décantation accoursive, parce qu'à partir du moment où vous faites passer votre eau dans la largeur, avec des cloisons, eh bien vous pouvez rallonger par 4, par 5, par 6 la longueur que va franchir l'eau, euh, et obliger la matière, en fait, en suspension, à tomber. Voilà. Alors moi, le truc que je vous ai montré, il a un peu évolué, parce qu'il est en pente, parce qu'il y a un robinet qui permet d'évacuer les sédiments à la demande. Mais c'est une question de vous faire comprendre le principe, quoi. Alors décanter, une bonne décantation, un bon système de décantation, normalement, il devrait avoir l'arrivée d'eau et faire toute la longueur de votre aquarium, déjà, à l'arrière. Hein. Donc, parce que plus l'eau va faire une longue distance et plus vous allez décanter. Déjà, principe à la con. Or, avez déjà vous vu une décantation avec un système monté comme ça? Dans les modèles qui sont proposés aujourd'hui dans différentes résines plastiques, etc., ou dans des modèles en verre, eh bien vous n'avez jamais ça. Et on se demande, en fait, c'est là qu'on voit qu'un tas de gens qui sont sur le marché n'ont pas vraiment réfléchi et font des conneries, quoi. Hein, parce que le sump, pour les Américains, vous regardez le sump, regardez sur un bac d'1,50 m, et vous avez 1 mètre de distance d'eau et il n'y a rien dedans. Ça va pas être un refuge. C'est fait pour que la matière tombe. Si vous en faites un refuge, la matière va tomber dans le refuge. Donc, vous allez dire oui, elle nourrit. Mais non, elle sédimente, elle sédimente, elle sédimente. C'est un truc que vous pouvez enlever en laissant à votre refuge les matières très fines. Parce que dans le refuge, on va faire tomber le turnover, et dans le refuge, la matière fine va pouvoir être traitée sans engorger votre système. Donc, voilà, on en arrive donc à une cuve. Voilà, oui, tu as raison Fred, une cuve technique. Alors, je vais reprendre mon petit crevard, hein, donc le principe donc du sump, ou le principe de la décantation,
Eh bien, pour que ce soit bien fait, d'ailleurs, il faut que ça soit comme ça, comme vous voyez là, hein. C'est-à-dire que on reprend le modèle, sachant que ce que je vous montre là, c'est ce qu'on fait dans l'industrie. C'est ce qu'on fait pour des usines qui produisent des déchets gras, etc. Hein, alors il n'y a pas que des déchets gras. Euh, J'avais travaillé pour une usine de pommes de terre Lunor, hein, que vous connaissez peut-être. Où là, bah, on a le problème de la fécule. Alors la fécule, bah, ça pose beaucoup de soucis dans les traitements industriels. Si les gens renvoient dans la rivière, euh, bah maintenant, enfin depuis des années, et ils prennent des amendes colossales et leur eau leur coûte une fortune. Donc ils ont des séparateurs et ces séparateurs, voilà comment c'est conçu, hein. Donc un bon séparateur, il doit toujours être conçu comme ça. Et c'est à vous de demander que votre euh, décanteur soit conçu comme ça. Il doit être comme ça. Après, il peut faire, selon votre turnover, selon la largeur de votre bac, selon le volume de votre bac, il peut faire 10 centimètres à l'arrière de votre, vers le mur de votre décante, euh, sachant quand même que après, bah, vous aurez l'inconvénient d'avoir à aller siphonner ces trucs-là et que pour le faire, il vous faudra une pompe, hein, parce que votre décantation est au sol et que il vous faudra aller rattraper ce qui est au sol. Donc, ce qui peut poser problème, bien sûr, parce que ça s'accumule et il va falloir un truc motorisé pour aspirer l'eau. Vous n'allez pas pouvoir siphonner. Bah, avec un procédé simple. Donc ensuite, est-ce que j'attaque tout de suite le refuge ou est-ce que vous avez à peu près compris le principe? C'est-à-dire que vous devez avoir une distance à parcourir par rapport à votre débit d'eau et par rapport à votre population. Plus vous avez de poissons, plus il y a des grosses merdes, plus il y a d'un manger aussi qui passe dans le système, plus votre décantation doit récupérer de matière et donc plus elle doit être calculée en fonction de la déperdition qu'il y a par rapport au débit. Donc longueur, débit, turbidité. Quand vous avez ce ratio-là, eh ben vous allez trouver des tableaux hein, sur Internet, ce sera relativement facile à calculer et vous allez avoir de grosses surprises. Je peux vous le dire. Si on prend, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme taille, une taille un petit peu qui soit classique, un bac de 400 litres par exemple, vous allez avoir 10 fois le volume en turnover, 4000 litres heure brut, c'est-à-dire le débit de pompe. Vous allez avoir un peu moins, bien sûr, en réalité. Elle va marcher très bien la pompe pendant 3 mois, puis au bout de 3 mois, si vous la démontez pas, que vous la nettoyez pas comme un malade, eh bien, vous allez voir, elle va carrément baisser et puis elle va vous faire après 3000 litres heure, donc vous allez perdre. Vous avez la hauteur de remontée, bien sûr. Et puis, euh, après, donc, si vous avez une population, on va dire classique, je vais vous dire 10 poissons et 20 coraux dans votre aquarium, euh, que vous nourrissez convenablement, eh bien, vous allez avoir une décante qui aura besoin de faire au moins 60 centimètres, au moins 60 centimètres, sur au moins 30 centimètres de large. Voilà. Pour avoir une répartition à peu près convenable par rapport au débit, pour avoir une chute à peu près convenable des éléments. Alors, pour moi, dans l'idéal, bien sûr, on devrait écumer derrière. On devrait écumer derrière cette décantation. Mais c'est pas évident à faire puisqu'en fait vous avez les écarts de niveau. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Donc après, on va dire que ça vous obligerait à faire des collages assez hallucinants dans votre aquarium pour que de la décantation, il y a un débordement dans une cuve où on a 26 d'eau et par exemple hein, pour tel écumeur et que ensuite vous ayez la place sous plafond hein, pour placer cet écumeur.
avant que ça rentre dans le refuge. Alors effectivement, ça aurait un sens logique du point de vue de l'épuration, parce que vous auriez enlevé la matière en suspension lourde, et puis derrière, vous traitez la matière en suspension légère avec l'écumeur. Vous la retirez avant qu'elle entre dans le refuge, et donc elle va pas venir polluer le refuge. Bon. Donc, si vous voulez, de ce point de vue, ça se tient. Mais quand vous avez un aquarium d'un mètre 20, est-ce que vous allez pouvoir faire une décantation avec le système de l'écumeur et puis un renvoi dans un deuxième aquarium où là, vous allez avoir besoin de hauteur d'eau pour faire votre refuge, avoir la place d'avoir des algues, une pierre vivante, voilà, comme je vous le montre. Donc sur ce petit croquis, vous avez le refuge. Dans le refuge, vous avez votre couche de sable, indispensable, donc si vous faites la bascule entre le jour et la nuit. J'ai mis une petite grille optique suspendue qui tient une pierre vivante, qui nous permet d'avoir une réserve de bonnes bactéries, l'acclimatation des pierres vivantes, pour pas qu'elles viennent infester votre aquarium. Et puis qui viennent ensemencer avec des vers, avec un tas de bestioles que vous n'aurez pas si vous ensemencez avec des produits. Et puis la possibilité, bien sûr, de placer des plantes marines. Alors, comme certaines colères qui vont faire des racines dans votre sable et qui vont jouer un rôle fondamental dans l'équilibre de votre refuge. Et vous voyez, le refuge, on a encore un système de cloison nécessaire parce que dans le refuge, si vous passez par un débordement de surface, eh bien, vous allez avoir un courant de surface et vous allez avoir une mauvaise transmission de la microfaune. L'intérêt, pour nous, c'est de choper la microfaune et de la renvoyer dans l'aquarium, puisqu'elle va nourrir, entretenir notre aquarium. Donc, ce passage par le bas, eh bien, ça permet en même temps d'avoir de bons échanges gazeux à la surface du sable. Voilà. Donc, ce sont des choses, la surface à ce moment-là, elle a moins d'importance. Et je vais vous montrer après, puisqu'en réalité, la surface, on va la bouger avec la partie traitement. Donc, le refuge, je vous ai un petit peu déjà expliqué comment ça fonctionne. Il faut du sable, il faut au moins 7 cm. Et je vous conseillerais franchement 12 cm de sable. Pour avoir une parfaite épuration, dégradation des nitrites, des nitrates, une captation de certains composés chimiques toxiques qui viennent un peu mettre le caca quand même dans nos installations régulièrement. Et cette couche de sable-là va vraiment pouvoir traiter, avoir des effets de tampon, gérer votre pH, donc les variations de pH, et vous allez trouver un nouvel équilibre par la respiration du jour, de la nuit, sachant que il va faire jour ici quand il fera nuit dans l'aquarium, et inversement. De ce fait-là, bien, vous allez parfaitement maîtriser les variations d'acidité de l'aquarium et éviter des chocs, éviter oui, on va dire ça comme ça, on va éviter des chocs. Vous avez un autre avantage, c'est que quand vous allez nourrir votre aquarium, eh bien, vous allez pouvoir utiliser le lever de soleil et le coucher de soleil de votre grand bac pour faire, comme avec la marée, vos ajouts. Donc, si vous avez besoin d'ajouter de faire des mises à niveau de cache, ça marche même avec la baling, eh bien, préférez le faire 2 fois par jour en suivant la marée, plutôt que de le faire goutte par goutte au long de la journée. Vous aurez de meilleurs résultats parce que la nature est habituée à ces variations pendant le phénomène de marée. À la marée, vous avez vous avez des montées de sédiments, vous avez des montées d'animaux, de phytoplancton. Mettre le phytoplancton le soir, mettre le phytoplancton le matin, même vous faites mi-dose le matin, mi-dose le soir, et vous aurez des résultats assez formidables. Le phytoplancton, pendant la journée, va alimenter un certain nombre d'animaux de la microfaune, va alimenter les coraux, va pouvoir continuer à se développer, à pousser,
et à consommer ce qu'il va pouvoir consommer de phosphate, sachant que le phytoplancton est un gargantua des phosphates, et il va s'éteindre dans la journée tranquillement, et puis, hop, vous en remettez un peu le soir, et alors là, bah, vous allez avoir vraiment, vous allez cycler, et vous aurez l'effet quand le phyto arrivera en bas. Donc, ah voilà, tu vois, alors encore, salut Alain. Mauvaise question, mauvaise réponse. Le débit du refuge dépend de la taille du refuge, de la taille de l'aquarium, de ton système de décantation et de ton système de traitement. Donc, et de la quantité de sable et de la quantité de pierre. Donc en fait, l'idée c'est d'être tranquille. C'est ce que j'essaye là de vous donner, de vous expliquer. C'est ce que je suis en train de vous transmettre là dans toutes les vidéos que je suis en train de faire dans cette collection 2020. C'est créer un aquarium qui fonctionne au maximum par la biologie, qui n'est pas un jobert, qui va être un mix, qui va permettre une plus grande population, donc correspondre un peu plus aux exigences que nous, aquariophiles, on peut avoir, mais qui va axer le maximum de ces... de comment dire, des axes. Non, je dis axé, excusez-moi, je m'emmerde, je m'emmêle dans ma phrase, qui va essayer de placer des rotules en fait dans l'aquarium, des rotules en fonction de choix que vous avez fait, des dimensions que vous avez dans votre bac, des dimensions en surface, puisque vous pouvez avoir un bac en shallow, il va être différent d'un bac étroit et haut. Donc vous allez avoir à chaque fois des configurations différentes. Si vous avez un bac étroit et haut, vous allez mettre vos pierres en escalier sur le fond de l'aquarium. Vous allez avoir une plus grande quantité de pierres et souvent moins de sable, bien sûr, moins de surface, moins de contact aussi entre la surface de sable et l'eau chargée en oxygène. Et donc ça va changer considérablement vos paramètres, votre écologie d'aquarium. Attends, excuse-moi, j'essaie de... Voilà, donc bon, je vois vos commentaires. On en parlera après si vous voulez, si on fait un petit question-réponse. Mais l'idée, bien sûr, c'est que vous commenciez à pouvoir vous-même déterminer quelle va être votre, votre proportion. Vous avez, là dans ce que je vous présente, vous avez l'aquarium. Bon, bah, vous avez acheté l'aquarium, ou avant d'acheter l'aquarium, en fait, vous pouvez déjà prendre tout ce que je vous ai expliqué. Dire, ah bah oui, je vais faire tel type de décor, ah bah oui, je vais faire tel type de population. Puis déterminer la taille de votre aquarium en fonction de ça. Ou sinon, bah, vous avez acheté l'aquarium, vous l'avez déjà, et puis il va dire, eh ben alors, ah bah oui, je vais faire tel type de coraux. Donc voilà, ce que je vous montre, c'est pas un full SPS. Ce que je vous explique, c'est un bac où vous aurez trois types de coraux. Vous pourrez avoir deux, trois SPS plutôt faciles, un acropora facile, un, par exemple un Pocilo, un Seriato, un Porites, hein. Euh, Et ça, ce sera à vous de voir. Mais en base, on part sur j'apprends, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, vous apprenez, bon bah, si quelqu'un qui débute écoute, eh bien, il va pouvoir mettre deux, trois Coromou, puis après deux, trois LPS, puis après mettre ses SPS. Et en fait, il va comprendre étape par étape et comprendre les besoins étape par étape et voir dans son aquarium que tout ce que j'ai expliqué va s'emboîter. Et c'est ça le principe que j'essaie d'expliquer. Si après vous faites un full SPS, il y aura pas, il y aura une partie de ce que je dis qui va s'appliquer, mais les contraintes chimiques seront tout à fait différentes. Donc euh, ça, j'aborderai sans doute à la rentrée, hein. Je vais faire un truc pour nos amis du SPS. Et en fait, finalement, avec la biologie, on a certaines choses hein, quand même à dire. Hein. Faut pas croire que euh, voilà, on n'est pas des terroristes du SPS, hein, ni de certaines méthodes pointues, mais ce que je dis toujours, c'est que
Si on a un groupe et qu'on veut transmettre du savoir à nos amis aquariophiles, eh bien, il faut essayer de transmettre au plus grand nombre et que voilà, il y en a des groupes spécialisés qui font voilà, qui font que ça. Alors, bah, c'est bien, ils s'amusent entre eux. Personne peut comprendre leur langage et tant mieux quoi. Enfin, voilà, ils ont le droit de vivre, je les laisse et puis on s'en fout quoi. Moi maintenant, je fais mon petit bonhomme de chemin, je cherche plus, hein. Je m'occupe plus de ce qui est publié ailleurs et de ce qu'on peut dire ailleurs. Je vous explique ce que je fais et puis voilà, vous le prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Si vous le prenez, bah, vous allez trouver une synergie dans ce que j'explique. La synergie, c'est quoi? C'est j'ai un but. Hein, c'est ça. Je mets en place tous les mécanismes qui tendent vers mon but. Voilà. Si votre but, c'est d'avoir un aquarium pour vous détendre, que ce soit beau, que ce soit riche en espèces, que vous ayez beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à transmettre à vos amis, à votre famille, là, là, pas trop vous faire chier, c'est-à-dire être esclave, avoir peur dès que vous allez manger au restaurant, qu'il vous arrive une couille, eh bien, ou que vous partez en vacances, eh bien, ce que je vous propose, bah, c'est une solution un peu passe-partout. Et vous pourrez avoir un très bel aquarium qui contiendra et des mous, et des LPS, et des SPS. Comme par exemple le goniopora, les ophilia aussi, qui peuvent être formidables dans des aquariums maintenus avec la méthode que je vous explique. Donc ils adorent ça même. Hein. Euh, dans des aquariums de ce type, on va avoir un taux de nitrate qui peut être un peu plus élevé que les normes qui sont attribuées en général aux aquariums full SPS. Vous allez tourner entre, on va dire, 2 et 10. Hein. Mais c'est pas du tout un problème en fait. Pour plein de coraux, c'est pas du tout un problème. Le gros problème dans les aquariums en général, ce sont les phosphates. Et après, les proportions entre les phosphates et les nitrates. Avec ce que j'explique sur les épaisseurs de sable, eh bien, vous allez traiter le problème des phosphates. Voilà. Et vous voyez tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'écrivait, j'arrive pas à régler mon problème de phosphate, machin. Euh, j'ai regardé tes lives, j'ai compris parce que bah, j'avais pas assez d'épaisseur de sable. Et en fait, en ayant 3 centimètres de sable, qu'est-ce qui se passait? Il manquait la cave du lit de sable. Donc, on avait l'usine de production de phosphate, mais pas la dégradation des phosphates. Donc, les phosphates repartaient dans l'eau. Et le taux, il est monté, mais 1,83 mg, vous imaginez la catastrophe, tous les SPS sont morts. Donc, ouais, bah Andrea, je te répondrai. Je réponds pas aux questions pendant que je fais mon exposé. Vous m'excusez, les gars, mais j'essaye d'avoir une ligne. Hein. Vous comprenez bien comprenez hein, que ce que j'essaye de faire, c'est pas si facile. On fera après un question-réponse. Je suppose que vous en aurez sur ces sujets. Donc ensuite, quand vous avez compris donc que bah, dans votre refuge, vous avez euh, un bouillon de culture et que ce bouillon de culture va fonctionner avec des microparticules, sera alimenté par des microparticules que vous allez pouvoir, même parfois devoir l'alimenter avec de la nourriture pour avoir un rendement optimum au niveau de la macrofaune. Euh, passer cette usine qui va permettre donc de équilibrer votre pH, équilibrer une partie des phosphates et des nitrates, on va passer à la partie traitement. Dans cette partie traitement, contrairement à la méthode Jaubert, moi dans ce que j'explique, on a déjà un turnover qui est plus élevé que la méthode Jaubert, parce que le potentiel redox est à mon sens, vraiment une des données fondamentales de l'équilibre de l'aquarium. Et ce serait trop compliqué en fait de vous expliquer tout ce qui se passe dans le Jaubert, qui donne des potentiels redox à certains endroits intéressants, mais à certains endroits vraiment pourris. Hein. L'idée là, c'est d'avoir un potentiel redox en général assez élevé, parce que ce potentiel redox va permettre le maintien d'un pH élevé déjà d'une part, et puis aussi beaucoup des transmutations dont on a besoin, qu'elles soient chimiques ou qu'elles soient biochimiques. Donc, maintenir un turnover élevé, c'est-à-dire au moins 6 fois 5 fois 6 fois le volume du bac,
Pour moi, ça fait vraiment partie des choses qui contribuent à un bon équilibre. Ensuite, donc quand on arrive dans cette partie, alors là que vous allez voir malheureusement à l'envers, parce que je vois que je suis à l'envers, vous avez votre arrivée, donc pardon, qui est là, et de l'arrivée qui est là. Ensuite, vous avez un lit fluidisé, donc qui va vous permettre euh, donc à prévoir dès le début de la conception de l'aquarium, parce qu'il va vous permettre de mettre tout type de produit de traitement. Si vous avez un problème, un ajustement à faire, une résine, du charbon, pourquoi même pas mettre du perlon, hein, une fois pour nettoyer votre flotte parce qu'elle est crado et que parce que vous avez cloché le sable et fait un tas de bordel, vous foutez du perlon dedans et hop. Et puis après, si vous avez une population élevée, pourquoi pas des biopollettes dedans, hein. Donc en fait, vous pouvez faire tourner votre bac avec toujours quelque chose. Et puis, si vous avez besoin de rien, simplement vous mettez un pot de sable dedans, deux trois billes de soufre et deux trois grains de charbon. Et tout ça, ça va tourner ensemble et ça vous apportera ces matières en oligo-éléments. Ça viendra alimenter la partie là-haut, la zone à l'aérobie de votre aquarium. Euh, et puis, voilà quoi, en fait, ces mécanismes-là que j'ai pu vérifier chez plusieurs personnes, où dans les lits fluidisés, on mettait du soufre et où on mettait quelques billes, hein, pas 40 tonnes, hein, juste une cuillère à café de billes, avec une cuillère à soupe de charbon, mélangée avec du sable ou mélangée avec des biopellettes. Et là, en fait, on a vraiment, ça permet de créer un bouillon qui va nourrir. Vous entendrez d'autres voix, hein, mais voilà, moi je vous dis ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai vu expérimenter ailleurs et qui donnait d'excellents résultats. Donc voilà, donc on a ce lit fluidisé qui va donc pouvoir rendre beaucoup de services. Et puis ensuite, vous avez votre écumeur. Alors l'écumeur, on en parle peu, mais l'écumeur, il va être vachement lié à votre turnover. Si vous avez un turnover de 3, il est évident qu'avec un écumeur Bubble King 200, euh, voilà quoi, le machin, il va vous laver la flotte, mais à un point gravissime. Il va être totalement surdimensionné, en fait, hein. Donc, il faut avoir une cohérence dans ce que l'on crée. Vous voyez, dans les enchaînements qu'on a créés, on a besoin de ces trois phases dans notre système sous l'aquarium. Apprenez bien à les différencier, apprenez bien à calculer par rapport à votre aquarium, par rapport à votre quantité de pierre, par rapport à votre quantité de sable, par rapport à votre turnover, par rapport aux coraux que vous avez dedans, qui vont nécessiter des turnovers différents. Euh, voilà, moi je vous donne une fourchette. Pour moi, 5, 6, jusqu'à 8 fois le volume, c'est parfait. Et après, il faudra ajuster. Si c'est 8 fois le volume, si vous avez un bac de 250 litres, euh, il va falloir une décantation, la partie numéro un, qui soit assez longue pour assumer la chute des sédiments. Ce que vous pouvez faire, si vous n'avez qu'une bande, par exemple, que vous pouvez consacrer une bande de 20 cm sous votre aquarium parce qu'il fait 70-80 de large, eh bien, vous mettez une plaque de verre au milieu et vous obligez votre eau à faire un U. Enfin, vous voyez? Et vous allez multiplier par 2 la distance parcourue par l'eau. Donc, de ce fait, vous êtes sûr que vous allez pouvoir décompter de manière efficace. Voilà, ce sont des astuces qu'on peut mettre en place. Je vous ai montré là une verticale avec le système à coursive. Eh bien, la coursive, vous pouvez la faire sur la longueur. Ça marchera aussi très très bien. Voilà, donc après, donc sur l'écumage, eh bien, il faut savoir une chose, c'est que sur des gros aquariums, pour avoir des rendements intéressants, il faut pas se tromper. On a deux types d'écumage, et si vous faites un aquarium biologique, je vais vous déconseiller les écumeurs à bulles très fines, parce que ils vont laver l'eau de composés gras
dont nos coraux auront besoin. Alors, bien sûr, tu peux le ralentir, mais si tu le ralentis, bah, tu vas le dévier à ce moment-là. On peut faire ça, bien sûr. Le, l'idée, là, c'est pareil. Sur le refuge, moi, souvent, vous voyez, je renvoie d'ici, de la pompe de remontée, je renvoie une partie dans le refuge pour ramener de l'eau qui sort de l'écumeur, pour réoxygéner le refuge. Donc, il y a une petite boucle euh, voilà, bah, qui amène de l'oxygène, tout simplement, quoi. Donc, qui permet d'avoir un redox élevé dans cette partie. C'est ce que je voulais vous expliquer. Si vous avez un FLF motorisé, pas comme ce modèle-là, puisqu'en fait, là, j'ai pris le modèle de Monsieur Octo, qui pousse l'eau qui retombe après dans la décante. Vous avez tous les modèles à chapeau avec une entrée et une sortie qui vont pouvoir être reliés sur une pompe. Vous pouvez relier une partie sur votre pompe de remontée. Voilà. Je conseille toujours de prendre des pompes de remontée qui ont des débits plus élevés que ce qu'on a besoin, déjà parce qu'elles forcent moins, et puis après, bah, ça permet de répartir. Là, si vous avez besoin d'un UV, par exemple, eh bien, vous faites remonter de le, comment il faut, vous faites remonter, vous faites un piquage sur la remontée. Ah, zut, voilà. Vous faites un piquage sur la remontée là. Toc, vous mettez votre UV là, derrière. Hein, et puis vous le faites retomber. Pourquoi pas dans le refuge, d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, ça permet comme ça de faire un gain de place, d'avoir beaucoup moins de matériel électrique, puisque bon, dans cette partie, bien sûr, on aura aussi le chauffage, que je n'ai pas montré, mais il y a vraiment donc une synergie en fait dans ces trois mécanismes, et vous voyez que c'est pas si facile que ça de les faire entrer sous l'aquarium. Donc ça vaut de réfléchir. Euh, on en reparlera, je vous remontrerai d'autres trucs, mais c'est à vous de réfléchir sur ces trois phases fondamentales de ce qu'on a à faire dans notre sous-sol, et, euh, et que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'elles soient toutes les trois dans leur intégrité. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris ce que j'expliquais avec ce schéma. Donc, cette notion de turnover va complètement conditionner le fonctionnement du refuge et évidemment va complètement modifier les capacités d'épuration du refuge. Si vous merdez dans les proportions, eh ben, il ne faudra pas être surpris d'avoir des problèmes à cause du refuge. Parce qu'en fait, vous allez en faire une usine à phosphate et à nitrate. Donc, il faut bien gérer ces proportions, bien gérer ces calculs et anticiper si vous concevez votre aquarium. Je vois que là, il y a des questions. Je ferai un question-réponse après. Donc, gardez vos questions qui vont être personnelles. Pour l'instant, je fais un truc généraliste. J'essaye de faire comprendre des principes. Vous savez, on est forcément arqués tous sur des principes. Il y a des principes naturels, il y a des principes chimiques, il y a des principes biologiques, il y a des principes biochimiques. Ensuite, bah, il y a des principes de construction, d'architecture, et évidemment, j'essaie simplement de les emboîter pour faire ressortir une idée de base, une flèche, ce qui est la synergie. Voilà. Si votre conception de bac est en harmonie, eh bien, votre bac fonctionnera en harmonie. Il va être adapté à votre population, il va être adapté à votre matériel, il va être adapté à votre bourse aussi, parce que vous voyez là le matériel que je mets dans le bac, il n'y a pas grand-chose. Une pompe de remontée, un écumeur, un FLF, pardon, il fait pas très chaud dans la pièce où je suis. Donc vous voyez, ça fait pas énormément de matériel. Par contre, vous allez mettre un budget un peu plus important dans les animaux, qui vont entretenir le sable, un budget peut-être un peu plus important en pierre vivante réelle, parce que pour moi, descendre en dessous de 50 ou de
30% maximum de pierres vivantes. Euh, c'est plus un aquarium, voilà, on est dans du travail de laboratoire. Un 100% aquarush, franchement, j'avoue même, je comprends pas. Mais bon, je vois que des gens se sont lancés là-dedans. Euh, le, la capacité de digestion des roches a disparu. Parce que il y a un biofilm qui se fait sur l'aquaroche, mais le biofilm, il est rikiki, on sait très bien, c'est pas dans l'épaisseur, c'est pas. Donc, ça n'a rien à voir avec des pierres, et donc il va falloir compenser ça quelque part. Et si on ne compense pas, eh ben, ça veut dire que on est sur un fil. Voilà. Et j'ai rien contre l'aquariophilie sur un fil pour les funambules, mais ce que je vous dis souvent, c'est que nous, aquariophiles, dans notre globalité, les funambules, il n'y en a pas beaucoup. Et je connais beaucoup d'enfants qui disent ah regarde tonton il est sur le fil ah et puis il y va et puis il sautille et puis et puis boum boum et puis bah au revoir heureusement il n'y avait pas 15 mètres mais il y avait quand même je sais pas 2000 ou 3000 euros de bestioles qui meurent et c'est nul quoi autant essayer de donner des moyens de faire des très beaux bacs quoi déjà. Regardez certains bacs de Christian Coursier, regardez les photos que vous met, par exemple, même Julien, pour parler de ses méthodes. Bah, vous voyez les bacs qu'ils font, quoi. Je peux plus vous montrer le mien, là, puisque j'en ai plus. Hein. Mais on a, euh, on a une panoplie d'armes pour monter un ensemble de systèmes ensemble qui donnent, qui vont vers la même chose. Et alors forcément, quand tout va dans le même sens, eh ben, on a de bien meilleurs résultats, quoi. C'est tout. Voilà. Alors j'espère que cette petite présentation, vous voyez, j'ai pas donné spécialement de marque, j'ai pas donné spécialement de consignes de qualité de sable, etc. On peut un peu en parler sur le refuge. Sur le refuge, je vais les retrouver un petit peu des choses de l'aquarium, sachant quand même que dans le refuge, pour un refuge qui va avoir une certaine superficie, hein, euh, je vous conseille quand même un mix de sable, un petit peu de doigts de coraux, un petit peu de merle ou de corail de 3 à 6 mm, un petit peu genre Bora Bora et un petit peu de coquillier. Et là, dans le refuge, faites-le vous-même, quoi. Franchement, faites-le vous-même, quoi. Une quinzaine de coquillages, excepté l'huître, que vous passez au marteau, et puis copieusement, dans une pouche, et puis vous claquez ça dans votre refuge. Parce que ce sont des éléments qui sont importants pour certains types de microphones et de macrophones. Voilà, à part ça, et puis mettre des plantes marines, c'est-à-dire pas forcément que de la kétomorpha, vous pouvez mettre et de la kétomorpha et d'autres algues. La kétomorpha, on sait que elle a une efficacité, elle va bien pomper des nitrates, mais euh, ça reste quand même des quantités, voilà, ça va jouer sur des petites quantités. Après, quand elle se développe, attention. Quand j'ai expérimenté dans mon grand aquarium, mon refuge faisait, je sais plus, 180 litres, je crois. En 3 mois, la kétomorpha, elle avait rempli l'aquarium. J'ai rempli une poubelle de 90 litres et puis il y avait des boules assez denses hein, en fait. Donc ça donne une idée que quand il y a les éléments, l'algue se développe à grande vitesse et ça va vous donner une contrainte régulière, une fois par semaine, d'en enlever une partie tous les 15 jours, d'en enlever une partie. Alors ça peut être cool parce que vous pouvez l'affiler à vos potes, mais faire un filtre uniquement là-dessus, voilà, ça va jouer sur des quantités vraiment, on va dire presque ridicules. Donc un mec qui a un bac full SPS et qui joue sur ces quantités ridicules, bah lui, ça peut être un apport à ce moment-là dans un bac extérieur, dans un genre de lit fluidisé. Mais
Dans un bac communautaire, très franchement, voilà, vous en mettez, ça va vous jouer un petit rôle, mais ça sera qu'un petit rôle. Le grand rôle, le rôle majeur, bien sûr, c'est le sable et ce sont les roches. Et votre système de retenue, donc la décantation et votre écumage. C'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas se passer de l'écumeur. L'écumeur, non seulement va quand même de retirer de la merde avant qu'elle soit, avant qu'elle rentre dans le système, l'écumeur va pouvoir oxygéner l'eau de manière importante et considérable. Il va jouer un rôle dans le pH, il va jouer un rôle dans le potentiel redox, il va jouer un rôle dans le niveau d'oxygène dans le bac du haut. Et donc en fait, pour moi, c'est un axe fondamental de l'aquariophilie moderne. Voilà. L'écumeur reste un des éléments les plus modernes de l'aquariophilie. Et il faut bien savoir s'en servir parce que dans ce type de bac, donc, je vous conseille plutôt des écumeurs à grosses bulles. Et contrairement aux écumeurs full SPS, où là on va tendance à avoir soit des fines bulles ou soit mixer les deux, c'est-à-dire avoir les grosses bulles et les petites bulles. Donc d'avoir deux écumeurs sur des grosses installations, c'est ce qu'on fait en général. Les écumeurs à fines bulles de haut rendement valent une fortune. Et Et donc, voilà, des marques, je vais quand même vous donner quelques marques, mais bon, Deltec, par exemple, est assez connu pour faire des, des écumeurs à grosses bulles. Et on leur tape un peu dessus aujourd'hui, comme quoi ils sont périmés, ils sont machin. Non, non, pas du tout. C'est simplement que l'usage qu'on en fait aujourd'hui dans du full SPS, en méthode Triton ou Aquaforest, eh bien, on n'attend pas ça de l'écumeur, on attend un écumeur à fine bulle qui va laver la flotte. Parce que le but du truc, hein, vous avez bien compris, hein, on enrichit, on appauvrit, on enrichit, on appauvrit, on est toujours sur une corde raide. C'est le principe de ces aquariums-là. Donc là, en plus, quand on a une très très grande charge de SPS, eh bien, il y a beaucoup de mucus, de toxines dans la guerre chimique qu'il se pratique, qui doivent être éliminées. Alors là, les bulles fines peuvent avoir un rôle important. Dans les aquariums qui nous concernent là dans les explications que je donne, eh bien, un écumeur à grosse bulle ou à bulle moyenne, il sera formidable. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Vous pouvez légèrement le surdimensionner, bien sûr, puisque là-dedans il y a une question de débit d'air, mais il ne faudra pas oublier non plus le rendement. Vous avez certaines marques qui fabriquent des écumeurs à mèche, euh, et qui par rapport au volume d'air aspiré par l'écumeur auront un bien meilleur rendement de mélange. Donc il faut vraiment bien étudier ces choses-là, et ce ne sont pas forcément les marques stars qui ont les meilleurs rendements. Voilà. Euh, à vous un petit peu de chercher, hein, parce que euh, bah, H&S fait particulièrement des écumeurs à grosses bulles, mais il lui arrive aussi de faire des fines bulles. En plus, après, chaque marque a différents modèles, donc c'est à vous de voir. Puis en fait, vous leur posez la question, ils seront bien contents de répondre. Et je suis même certain qu'il y en a certains qui seront contents de dire que vous recherchez plutôt un truc à grosse bulle ou bulle moyenne. Voilà. Alors, la pompe à air, bah, pourquoi pas? Dans un refuge. À partir du moment où, par exemple, on a un bac de 2 mètres, de 3 mètres, et qu'on a un long refuge, dans le refuge, ça peut être intéressant de mettre une pompe à air. Ça peut être intéressant de mettre une pompe à air ici. Alors attends, faut que je me repère sur le dessin. À l'entrée. Hein. La pompe à air ici, à contre-courant. L'eau rentre et va traverser les bulles. Et en plus, ici en haut, bah, tu peux mettre une petite plaque de verre pour éviter que euh, les projections. Parce qu'en fait, c'est ça un petit peu qui pose problème avec le- l'oxygénation par diffuseur, c'est que ça pulvérise du sel partout et qu'il faut avouer quand même que c'est chiant. Voilà, donc bah voilà, j'ai à peu près fait le tour, hein. Moi, j'ai à peu près dit ce que j'avais à vous dire ce soir. C'est
Voilà, regardez-la une deuxième fois si vous en avez besoin, puisque c'est une question là de principe. Et peut-être vous allez avoir besoin de faire une mise à jour, parce que aujourd'hui, hein, on a un rouleau compresseur du full SPS, de, une espèce d'aspiration qui dit que tous les aquariophiles doivent faire du full SPS, machin, machin, que les aquariums plug and play sont prévus pour. C'est pas vrai du tout, en fait, c'est du baratin de commercial. Donc, euh, voilà, il faut qu'il y ait des vieux un petit peu qui viennent leur mettre la fessée, parce que c'est quand même un bon paquet de conneries. Alors, je reviens aux questions. Les questions, je vais les prendre là tout à l'heure. Je fais une pause là de 5 minutes, et puis on se retrouve. Vous pourrez me poser vos questions particulièrement. Voilà, sur YouTube. Donc après, vous pouvez. Je donne donc, je répète, hein, je donne l'exclusivité aux membres du groupe pendant quelques jours. Et puis ensuite, notre ami Ludo, modérateur et monteur pour notre groupe, eh ben, le met sur YouTube. Donc après, bah, vous pouvez le partager, vous pouvez le revoir à dispo, comme vous voulez. Et puis vous avez la page aussi. Euh, alors on la fait pas tourner à fond, hein, mais vous avez aussi l'accès par la page, parce qu'en général, quand on publie sur YouTube, on publie sur la page, et c'est en accès public et gratuit, sans publicité. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée pour ceux qui s'en vont et qui ne reviendront pas. Et puis pour ceux qui ont des questions, eh ben, je vais les prendre là. Micron-bac, filtration sur perlon, et ben on va aborder ça quand vous voulez les gars, enfin dans 5-10 minutes. À tout de suite.